Somnifère, le podcast. L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. Écrit Albert Camus. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 14 octobre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un Bruxellois qui décide de quitter son pays quelques jours pour faire du tourisme à Paris. Mais son voyage ne va pas tout à fait se passer comme prévu. C'est une histoire amusante et absurde de Georgista intitulée « Le voyage de Jeff Van Wilbreck ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sur le thème de l'automne, une saison idéale pour ralentir et prendre soin de soi. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Anaël de Paris, Nina et Ryan de Rochefort-Montagne, Joseph de Saint-Julien-Molin-Molette, Justine de Vendôme, Grace d'Abidjan, Lina d'Ajaccio, Stéphanie de La Rochelle, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Nous sommes à la mi-octobre et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, les feuilles commencent doucement à changer de couleur. Je trouve toujours ça très beau, toutes ces nuances de jaune, de rouge et d'orange qui s'installent petit à petit. Et puis on se réveille un matin, et il y a toutes ces feuilles qui jonchent les sols et les trottoirs. Je vous laisse quelques instants pour vous mettre à l'aise, fermer les yeux et vous préparer à déconnecter. Commencez par prendre 2 ou 3 profondes inspirations en vous emplissant d'air et en laissant aller toutes les tensions à l'expire. Vous pouvez alterner en gonflant une fois les poumons, l'autre fois le ventre si vous le souhaitez. L'automne est une période de transition. Les feuilles tombent, les plantes libèrent leurs graines avant de faner. Il y a un sentiment général de lenteur, de fin de cycle. C'est le moment parfait pour se défaire des mauvaises habitudes, pour prendre de la distance, pour ralentir, pour réfléchir, préparer, se reposer avant le printemps, qui est un peu la saison du renouveau. Notre séance de relaxation ce soir va se présenter sous la forme d'un petit voyage audio sur le thème de l'automne. Dans un premier temps, je vais vous demander de porter votre attention sur votre corps, immobile, et de ne rien faire d'autre que d'observer vos sensations et, si nécessaire, d'étendre les tensions que vous remarquez ici et là, de sorte à ce que vous soyez complètement détendu. N'oubliez pas de bien détendre la zone de la mâchoire ainsi que la langue. Les épaules, le dos, ainsi que les hanches. À présent, je vais simplement vous citer quelques éléments, objets, situations propres à l'automne, et je vais vous demander de les imaginer le plus fidèlement possible, avec tous vos sens. Boire une tisane
et observer la chaleur s'échapper de la tasse. Faire une balade dans un parc, sentir les feuilles craquer sous ses pas, prendre un grand bol d'air frais. Préparer un plat avec des légumes de saison, carottes, potimarron, choux, pommes de terre. Mettre un bon gros pull et une grosse écharpe avant de sortir de chez soi. Ramasser des marrons et des châtaignes comme lorsque nous étions enfants. Manger une clémentine, puis sentir l'odeur rester sur ses doigts. S'installer près d'une cheminée en mettant ses deux mains face au feu pour se réchauffer. Avoir les joues et le nez rougis par le froid après avoir marché. Respirer l'air très frais et brumeux du matin. Lire un bon livre accompagné d'une boisson chaude. Regarder la pluie par la fenêtre, les reflets des lumières sur les trottoirs mouillés. Allumer quelques bougies et prendre un bain chaud. Prendre son temps et ralentir. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Georgista,
Le voyage de Jeff Van Vilbreck. Jeff Van Vilbreck était un homme heureux, et pour cause. Il possédait au numéro 233 de la chaussée d'Etterbeek le plus charmant estaminet qui se pût voir. C'était du moins l'opinion de son propriétaire. Il y avait un grand comptoir dont le zinc luisait comme de l'argent, avec un immense bassin à rafraîchir dont le cuivre étincelait comme de l'or. Le commerce marchait bien. Les clients étaient de joyeux lurons et ils commandaient bien rarement une tournée sans ajouter « Eh bien, Jeff, est-ce que vous n'allez pas profiter et prendre un verre avec nous autres ?» Et Jeff s'enfilait de grands verres de faro ou de lambic et de temps à autre un petit verre de genièvre pour faire couler la bière. Cela lui faisait double plaisir, puisqu'il buvait à l'œil et faisait du même coup marcher le commerce. Ah, c'était un homme heureux que Jeff Van Vilbreck. Et pourtant, une chose manquait à son bonheur, il avait envie de voir Paris. Ce n'était pas qu'il s'en fît une idée exagérée, il en connaissait même tous les défauts. Il savait qu'on y est bien moins tranquille que lorsqu'on a le bonheur d'habiter la chaussée d'Etterbeek, qu'on y risque à chaque pas d'être écrasé par des voitures qui font un bruit assourdissant et que, chose terrible, on n'y trouve ni faro, ni lambic, ni même un pauvre petit verre de véritable brune. Ce qui prouve, entre parenthèses, que ces franquillons ne savent pas ce qui est bon. Mais malgré tout, il avait envie de voir Paris. C'était son idée, comme ça. Et puis, il y avait là-bas son plus cher ami d'enfance, le compagnon de toute sa jeunesse, l'ébéniste Franz Wevelgem, qui était parti pour 8 jours, en train de plaisir, il y a plus de 15 ans, avait trouvé de l'ouvrage au faubourg Saint-Antoine et n'avait jamais remis les pieds à Bruxelles, l'ingrat. Jeff s'était juré qu'il ne mourrait pas sans revoir son vieil ami Franz. Et sans juger par lui-même si ce fameux Paris avait réellement tant de supériorité sur la chaussée d'Etterbeek, il hésita pendant des années tant on lui disait du mal de la bière qu'on vendait là-bas. Et madame Van Vilbreck, comptant bien que cette seule pensée suffirait à le retenir, souriait doucement quand il parlait de ses grands projets de voyage. Aussi fut-elle stupéfaite le jour où, rentrant de la ville, où il était allé faire des courses, il jeta un bout de carton sur le comptoir en disant d'un air victorieux « Regarde une fois ce que c'est que ça !» C'était un billet de 3e classe, Bruxelles-Paris et retour, pour un train de plaisir organisé à l'occasion des fêtes du 14 juillet. Une heure plus tard, toutes les commères de la chaussée répétaient en faisant de grands yeux et de grands gestes. « Elle est quand même courageuse, madame Vilbreck, qu'elle laisse partir son homme si loin. » Et Jeff partit comme il l'avait annoncé, courageusement, malgré la perspective angoissante de passer 5 grands jours sans boire un verre de bière digne de ce nom. Mieux encore, il partit seul, car il dédaignait infiniment les gens du centre de la ville, qui ne sont pas de véritables Bruxellois, comme chacun sait, mais des êtres ridicules qui s'efforcent de franquillonner, de jouer parisien. Quant aux camarades de la chaussée, il n'y fallait pas songer. Aller à Paris, il n'y avait que ce Jeff pour avoir des idées pareilles. Il partit donc, muni d'une bonne somme calculée par madame Van Vilbreck elle-même, de quoi s'amuser sans faire de bêtises. Il emportait aussi pour le voyage quelques pistolets fourrés, ce que les Français nomment en anglais des sandwichs, et une demi-douzaine d'œufs durs.
Puis chut, il n'en faut rien dire à cause des douaniers, sous son gilet et dans des poches cousues la veille par sa femme, Jeff avait glissé 2 grandes bouteilles plates, tenant chacune plus d'1 demi-litre et pleines jusqu'au goulot de son meilleur genièvre. N'allez pas croire qu'il emporta cela pour lui. Ah mais non, c'était pour le camarade, pour ce pauvre Franz Wevelgem qui devait tant regretter là-bas la bonne bière et le délicieux genièvre du pays natal, et à qui il allait faire une si bonne surprise en tombant chez lui à l'improviste. Il eût sans doute mieux aimé de la bière, la vraie, ce pauvre exilé. Mais le faro et le lambic sont des boissons délicates, qui ne valent plus rien dès qu'elles ont été remuées ou échauffées. Franz le savait mieux que personne, le pauvre, et il n'était pas un homme à commettre cette formidable hérésie. Demandez qu'on lui apportât de la bière. Quand Jeff arriva à la gare, le train de plaisir était déjà bondé, et notre homme eut grande peine à trouver place. Rien que des gens du centre de la ville, bien entendu. Jeff se renfrogna dans son coin sans essayer de lier conversation avec personne. Pour passer le temps, il commença de suite à manger les pistolets fourrés de jambon. Puis il se tourna les pouces. Puis il eut soif. Cette constatation l'effraya, lui qui n'avait jamais eu soif de sa vie, lui qui avait toujours à portée de main la grande pompe en cuivre d'où coulait un si joli jet de bière fraîche et savoureuse. Il avait soif. Et on était à peine parti, et il devait encore aller des heures comme ça. Situation terrible et digne de pitié. Jeff lutta un grand quart d'heure. Puis, bien entendu, il fit cette réflexion. Franz ne m'en voudra pas si l'une des bouteilles n'est pas tout à fait aussi pleine que l'autre. C'est un si bon camarade. Et glissant sa main sous son gilet, il en tira un des flacons, le déboucha et but à même une longue gorgée. Quand le genièvre n'est pas très frais, il est moins bon, mais grise plus vite et ne désaltère guère. Au contact de sa vaste poitrine, celui de Jeff était devenu tiède, mais le pauvre homme avait trop soif pour s'arrêter à cela. Aussi, la première lampée ne l'ayant guère rafraîchi, il en but une seconde, puis une troisième, si bien que la bouteille se trouva à moitié vidée, et que Jeff fit cette nouvelle réflexion. Je ne peux pas présenter ça à un camarade. Je boirai la bouteille tout entière. Et je dirai comme ça à Franz que je n'avais apporté qu'une seule bouteille. Une demi-heure plus tard, la bouteille était vide et Jeff avait plus soif que jamais. Il lutta pendant 1 heure héroïquement contre le désir d'entamer la seconde. Mais la soif devenait toujours plus forte et la première bouteille, commençant à produire son effet, rendait l'autre plus tentante, comme il arrive toujours. Si bien que quand le train stoppa à la douane, Jeff se trouvait en règle avec elle et n'avait rien à déclarer, l'alcool contenu dans les estomacs ne payant point de droit. Il en conçut une vive admiration pour la malice dont il avait fait preuve, bien que n'ayant pas d'abord pensé à cela. Il crut devoir confier à son voisin de droite, en grand mystère, que ce pauvre vieux Franz allait être bien attrapé. Le voisin n'ayant pas répondu, mais s'étant retiré avec une moue singulière, Jeff se rejeta sur sa voisine d'en face, une petite bonne femme en chapeau rouge, et lui proposa de parier
pour un demi-franc, qu'il allait descendre du train en pleine marche et le suivre à la course jusqu'à Paris. La voisine grommela quelques mots inintelligibles, puis Jeff crut voir soudain qu'il y avait 2 petites bonnes femmes en chapeau rouge, puis qu'il n'y en avait plus qu'une, puis qu'il y en avait 3. Ensuite, tous les voyageurs du wagon se mirent à tourner tellement vite que Jeff fut obligé de fermer les yeux et qu'il les pria, en termes énergiques et même menaçants, de se tenir tranquilles. Puis il songea que son matelas devenait bien dur depuis quelque temps, qu'on y était vraiment mal couché, et qu'il faudrait le faire réparer par le voisin Jan van Diepenbeck. Puis il ne pensa plus à rien. Une main le tira par le bras, tandis qu'on criait à son oreille « Paris, tout le monde descend ». Il descendit sans savoir, sans se rendre compte. Un homme lui demanda son billet, il le donna, et l'autre lui en rendit la moitié, que Jeff serra dans ses gros doigts machinalement. Il fit quelques pas, vit un banc, pensa que c'est bien agréable de trouver un banc quand on est fatigué, s'assit et se rendormit aussitôt. Combien de temps passa-t-il ainsi? Personne n'en a jamais rien su. Un employé de la gare remarqua cet homme endormi et le secoua en disant « Mais vous ne pouvez pas rester là. » Jeff ouvrit un œil et murmura « Je dors » et se remit à ronfler. « Il faut rentrer chez vous, on ne dort pas ici » reprit l'employé. « Je dors » répéta Jeff. « Où demeurez-vous » demanda l'autre. Et Jeff, pour avoir la paix, répondit sans même soulever ses paupières. « Chaussée d'Etterbeek, 233. » L'employé se trouva fort embarrassé. Mais 2 voyageurs, qui avaient suivi cette scène avec curiosité, s'approchèrent et l'un dit à l'autre « C'est un homme de chez nous, on ne peut pas le laisser ainsi. » Jeff n'avait pas lâché son billet de retour, dont un coin passait entre ses doigts. Son compatriote le tira sans que le pochard parût s'en apercevoir. « On le prend avec nous », annoncèrent ses compatriotes bruxellois. L'employé, fervent étouffeur de perroquets, avait un faible pour les poivreaux. Il sourit, haussa les épaules et s'éloigna comme s'il n'avait rien vu. Jeff fut hissé dans un wagon et ne fit qu'un somme jusqu'à Bruxelles. À Bruxelles, il cessa de ronfler un instant, mais sans ouvrir les yeux, sans se rendre compte de rien, pour faire quelques pas soutenus à droite et à gauche, portés plutôt jusqu'au fiacre où il se remit à ronfler. Puis les 2 compères crièrent au cocher « Chaussée d'Etterbeek, 233. » Quand madame Van Vilebreck entendit sonner à sa porte en pleine nuit, elle pensa d'abord que le feu était à la maison et poussa quelques cris perçants. Puis elle mit le nez à la fenêtre, vit une voiture, enfila un jupon, descendit en toute hâte et fut stupéfaite en trouvant dans un fiacre, à sa porte, celui qu'elle croyait si loin. À toutes les questions qu'elle lui posa, il répondit sans ouvrir les yeux. Chaussée d'Etterbeek, 233. Il fut impossible de lui faire dire autre chose,
et il fallut l'aide de la servante pour le déshabiller et le mettre au lit. Le lendemain, il s'éveilla à midi et refusa d'abord d'admettre qu'il fût parti pour Paris. Ayant rassemblé ses souvenirs, il finit par reconnaître avoir pris le train au départ, mais il ajouta : « Je suis parti, ça c'est sûr, mais je suis encore plus sûr que je ne suis pas revenu, malgré que je suis ici. » On ne put rien en tirer d'autre, puisque ne se souvenant de rien, il n'avait rien à dire. Et personne n'a jamais su jusqu'à quel point Jeff Van Vilebrequin était allé à Paris, ni comment il en était revenu. Au fond, il est très fier d'avoir été le héros d'une aventure aussi extraordinaire, et sentant bien qu'il n'aurait jamais eu la force de passer 5 jours sans boire un seul verre de faro ou de lambic, il n'a jamais essayé de retourner là-bas, et se contente de raconter à qui veut l'entendre dans quelles conditions étranges il y est allé. Si vous passez un jour par la chaussée d'Etterbeek, n'essayez pas de vous vanter de vos lointains voyages. On hausserait les épaules en répondant : « Oui, tu peux avoir été où c'est que tu veux, tu n'as jamais fait un voyage comme celui de Jeff Van Vilebrequin à Paris. » Bonne nuit. Bonne nuit.